Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel où vous allez donc pratiquer vos connaissances en JavaScript, vous allez apprendre le JavaScript en pratiquant. Alors qu'est-ce qu'on va réaliser dans cette vidéo? Eh bien nous allons tout simplement réaliser un petit espace d'administration. Bien évidemment on ne va pas utiliser de base de données ou autre, on va juste réaliser un petit espace d'administration côté client qui va par exemple gérer les utilisateurs de notre site. Donc voilà ce que ça va donner. Donc ici, on a par exemple un formulaire où l'on va pouvoir donc ajouter un nouvel utilisateur. Voilà, comme ceci. Je clique sur ajouter et comme on peut le voir ici, on a bien un nouvel utilisateur qui a été ajouté. Je peux également, pourquoi pas, modifier le prénom d'un utilisateur. Par exemple ici, Jules, pourquoi pas. Je modifie et bam, son prénom a été modifié. Je peux également le supprimer, etc. Donc voilà ce qu'on va réaliser au cours de ce tutoriel. Donc c'est déjà pas mal pour une formation pour débutants. On ne va pas aller plus loin, on ne va pas utiliser des API pour aller récupérer des données d'une base de données, etc. Non, on va juste se contenter de créer l'espace client comme ça, l'espace front-end si vous voulez, qui va nous permettre justement de comprendre tout ce qui est algorithmie et tous les concepts de base en JavaScript. Donc avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder où je suis le plus actif. Et à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je vous partage des stories quotidiennes, je vous partage des quiz et des idées de projets à réaliser si vous voulez vous entraîner dans le développement web. Je vous partage également des publications hebdomadaires, donc 3 publications par semaine. Je vous partage des tutoriels, des astuces, des conseils, des ressources, etc. Je vous invite également à aller sur la plateforme French Coder où je vous partage également plusieurs formations si vous souhaitez en acheter une. Super. Maintenant, on va pouvoir commencer le tutoriel. Donc, vous allez tout simplement lancer votre éditeur de code. Alors moi, dans mon cas, c'est Visual Studio Code. Alors vous allez créer votre dossier comme d'habitude et on va créer deux sous-dossiers à l'intérieur de ce dossier, de ce projet. Donc on va créer un dossier CSS et on va créer un dossier JS, même si dans les deux dossiers, on va juste mettre un seul fichier. Mais bien évidemment, il est intéressant de créer des dossiers CSS et JS si vous avez plusieurs fichiers JavaScript ou CSS. Et ensuite, comme d'habitude, la base de notre projet, ça sera un fichier index.html. Alors dans ce fichier index.html, on va tout simplement créer notre template HTML. Alors je vais juste augmenter la taille, voilà comme ceci. J'espère que vous voyez mieux comme ça. Donc voilà, j'ai créé deux dossiers CSS.js et ici on a un fichier index.html. Ici, vous avez votre template de base HTML. Alors ici, je vais juste modifier ça en FR. Et ici, vous allez avoir votre tag meta-charset UTF-8 pour l'encodage des caractères spéciaux. Vous allez avoir la compatibilité sur Internet Explorer et Edge. Et ici, vous allez avoir tout simplement le meta viewport qui va nous permettre d'adapter la taille d'écran au format mobile notamment. Alors ça, vous connaissez. Donc ici, au niveau du title, on va mettre pourquoi pas espace admin gestion des utilisateurs, comme ceci. Super. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de créer un fichier CSS dans notre dossier CSS. On va l'appeler style.css. Dans notre fichier index.html, il va falloir donc lier ce fichier CSS. Donc pour cela, on met un link rel stylesheet href et vous mettez css/style.css puisque notre fichier style.css se trouve dans le dossier CSS. Bien évidemment, dans ce tutoriel, on ne va pas trop s'attarder sur tout ce qui est code CSS puisque c'est un tutoriel JavaScript. Alors ici, on va également introduire une balise script qui va nous permettre de lier notre fichier HTML à notre fichier script.js qu'on va créer par la suite. Donc ici, ce sera js/script.js. Ok, donc bien évidemment, il va falloir créer ce fichier script.js dans le dossier JS. Donc ici, script. Alors maintenant que tout ça est fait, eh bien, on va pouvoir lancer le fichier index.html au niveau de notre navigateur. Et bien évidemment, ici, la page est toute blanche. Pourquoi? Parce qu'on n'a encore rien au niveau de notre fichier HTML. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, tout simplement, dans le fichier HTML, je vous propose de créer notre formulaire qui se trouve ici dans notre projet final. Donc pour cela, eh bien, vous allez créer pourquoi pas une balise forme et à l'intérieur, eh bien, on va créer pourquoi pas 3 inputs comme vous pouvez le voir ici dans notre projet final.
Donc ici, on va créer 3 inputs, donc input fois 3, comme ceci. Et donc, je vais mettre des espaces entre chaque input. OK. Dans le premier input, eh bien, ça sera le nom de l'utilisateur. Donc ici, on va mettre placeholder nom pour pouvoir demander à l'utilisateur de placer son nom à l'intérieur. Au niveau de l'identifiant, alors l'idée ici est très important. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cet identifiant qu'on va pouvoir récupérer la valeur qui a été saisie par l'utilisateur dans l'input en JavaScript. Donc ici, vous allez mettre nom. Ensuite, au niveau du deuxième input, on va mettre placeholder prénom cette fois-ci, et ça sera id prénom. Et enfin, dans le troisième input, ça sera placeholder âge, alors avec une majuscule. Et alors ici, j'ai oublié l'accent aigu, et ici, on va mettre id âge, comme ceci. Ok, donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va pouvoir également mettre un bouton qui sera d'ID validé et on va l'appeler pourquoi pas ajouter, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, normalement ici on a bien notre formulaire avec nos 3 inputs et notre bouton ajouter. Super. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir styliser ce formulaire. Alors bien évidemment, ici, on ne va pas s'attarder sur tout ce qui est CSS. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objet du tutoriel. Comme je vous l'ai dit, ici, on va juste s'occuper du code JavaScript et du code HTML également. Donc pour le code CSS, vous allez dans style.css et pour éviter de perdre trop de temps, eh bien moi, je vais récupérer du code CSS qui a déjà été écrit avant de tourner cette vidéo, comme ceci. Donc maintenant, je vais coller ce code CSS au niveau de mon fichier style.css et comme on peut le voir ici, vous avez bien le formulaire qui est stylisé. Bien évidemment, de votre côté, vous allez pouvoir écrire votre propre code CSS et je vous invite à le faire. Ok, donc une fois qu'on a terminé avec la stylisation de notre page, eh bien on va pouvoir revenir dans notre fichier index.html et ici on va créer une nouvelle div qu'on va appeler id, donc toujours un id, hein, pas de classe pour ce tuto, on va juste utiliser des identifiants et vous mettez all users, pourquoi pas. Et vous l'aurez compris, cette div va tout simplement stocker tous les utilisateurs qui vont s'afficher ici au niveau de notre page. Alors ici, vous avez un truc gris bizarre. Ne vous inquiétez pas, c'est le CSS qui a fait ça. Mais en fait, ça va nous permettre de placer à l'intérieur de cette div nos éléments, nos utilisateurs. Ok. Donc une fois qu'on a terminé avec l'HTML et le CSS, eh bien on va pouvoir tout simplement nous occuper du JavaScript. Et là, ça va être la partie la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Alors déjà, comme je vous l'ai dit au début de ce tutoriel, nous n'allons pas utiliser de base de données, donc nous n'allons pas récupérer des utilisateurs dans une base de données. Mais généralement, si vous créez un espace admin, c'est que dans votre site, vous avez des utilisateurs. Et ces utilisateurs, où est-ce que vous les avez stockés? Vous les avez stockés tout simplement au niveau d'une base de données. Et pour pouvoir récupérer les données d'une base de données, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une API. D'accord? Une API en programmation. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de connaître tout de suite puisque vous êtes débutant en JavaScript. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Eh bien, pour pouvoir récupérer des données d'une base de données, il faut utiliser une API, il faut notamment utiliser du JSON. D'accord? Mais pour le moment, nous, pour simuler la présence d'utilisateurs sur notre site, on va créer une variable const users, comme ceci, on l'a appelé users, et ça sera un tableau, d'accord? Un tableau qui va stocker tous nos utilisateurs. Et dans ce tableau-là, on va mettre des objets, d'accord? Des objets qui vont correspondre à chaque utilisateur. Et dans chaque objet, on va mettre des propriétés. On va mettre notamment un identifiant qui sera unique à chaque utilisateur. Pourquoi? Pour pouvoir identifier tout simplement l'utilisateur sur le site, notamment pour pouvoir le supprimer par la suite, le modifier, etc. Ensuite, on aura le nom de l'utilisateur. Pourquoi pas ici, on va créer un utilisateur qui va s'appeler Jean. Le prénom, ça sera Pierre. Voilà. Et ensuite, l'âge, pourquoi pas 25. Voilà. Donc ici, on a créé un utilisateur, dans un objet qui se trouve dans notre tableau, qui possède donc le nom Jean, le prénom Pierre, qui a l'identifiant numéro 1 et qui a 25 ans. Super. Ok, donc pour l'instant, on n'a qu'un seul utilisateur. Bien évidemment, si vous allez sur votre page, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a juste créé une variable.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir détecter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Ajouter. D'accord? Pour l'instant, quand on clique dessus, la page s'actualise. Bien évidemment, vous ne voyez pas ici puisque j'ai masqué le dessus de ma page. Mais ici, je vous l'assure, quand vous cliquez sur le bouton Ajouter, la page s'actualise. Ok. Donc, pour pouvoir détecter lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, il faut déjà récupérer ce bouton. Donc, pour cela, il va falloir créer une variable validate button. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement récupérer le bouton qui se trouve dans notre fichier index.html qui s'appelle allUsers, qui possède l'identifiant allUsers. Donc, pardon, c'est pas du tout cette div-là, c'est ce bouton-là qui a un identifiant validé. D'accord? Donc ici, pour récupérer cet identifiant validé, il va falloir faire un document getElementById.getElementById. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, il va falloir appeler valider. D'accord? Comme ceci. Et en faisant ça, eh bien, tout simplement, on a récupéré notre bouton qui se trouve dans notre document HTML. Et ça, c'est super. Alors une fois qu'on a fait ça, comme je vous l'ai dit, il va falloir détecter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton valider. Donc pour cela, il va falloir appeler validate button, il va falloir lui dire add event listener, il va falloir détecter l'événement add event listener, et ici vous mettez comme premier paramètre click, d'accord, puisque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Et ensuite, en second paramètre, il va falloir lui spécifier la fonction qui va être appelée lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Donc nous, on va créer une fonction qui s'appelle addUser. Et cette fonction, il va falloir la créer. Donc ici, vous allez faire, par exemple, const addUser est égal à la fonction, comme ceci. Voilà, donc là, on a créé notre fonction addUsers. Alors, pour ceux qui sont habitués avec la syntaxe de base de la création d'une fonction, donc tout à l'heure, on a créé une arrow fonction, d'accord, une arrow function. Mais ici, bien évidemment, vous pourrez créer un function comme ceci, addUser. Voilà, comme ceci. Ok, donc là, on a bien notre fonction addUsers. Super. Alors, comme je vous l'ai dit ici, quand vous cliquez sur le bouton, normalement, la page s'actualise. Et pour éviter cet effet-là, eh bien, ce que vous pourrez faire, c'est tout simplement, en paramètre de votre fonction, vous allez passer event, ou bien juste E pour event. Ok? Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, à l'intérieur de votre fonction, vous allez appeler cette variable E que vous avez passée en paramètre, et vous allez appeler la méthode preventDefault. Comme ça, quand vous allez cliquer sur Ajouter, maintenant votre page ne s'actualise plus. D'accord? La fonction est bien appelée, mais la page ne s'actualise pas. Et ça, c'est super. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien là, on a juste un code de base. Mais maintenant, il va falloir nous occuper de la fonctionnalité qui ajoute l'utilisateur au niveau du site lorsqu'on appelle la fonction addUsers, donc lorsqu'on clique sur le bouton. Donc pour cela, eh bien, on va créer, alors déjà je vais commenter le code, je vais écrire ici fonctionnalité. Fonctionnalité. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, premièrement, il va falloir stocker toutes les données que l'utilisateur aura rentrées au niveau du formulaire. Vous êtes bien d'accord avec moi sur ce sujet. Donc pour cela, il va falloir créer une variable qu'on va appeler, pourquoi pas, entered users data, ou bien juste users data. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, on va stocker à l'intérieur de cette variable un objet qui va venir stocker tous les éléments que l'utilisateur aura rentrés. Alors, ce ne sera pas exactement toutes les valeurs que l'utilisateur aura rentrées, puisqu'on va également stocker un identifiant à l'intérieur. Puisque, comme je vous l'ai dit, chaque utilisateur de notre site aura un identifiant qui lui est propre. Alors, comment faire pour que l'identifiant de chaque utilisateur soit unique? Eh bien, tout simplement, la technique, c'est tout simplement d'incrémenter. À chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur sur le site, on va pouvoir incrémenter son identifiant. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, on a un seul utilisateur qui s'appelle Jean-Pierre, d'accord? Et son identifiant, c'est l'identifiant numéro 1. Et ça veut dire que quand on va venir ajouter un nouvel utilisateur sur le site, eh bien, il possédera l'identifiant numéro 2, d'accord? Puisque l'ancien identifiant, l'identifiant de Jean-Pierre, c'est le dernier utilisateur du site, c'est l'identifiant numéro 1. Et donc, le nouvel identifiant de l'utilisateur, ça sera 2. D'accord? L'identifiant du nouvel utilisateur, pardon, ça sera 2. Et ensuite, s'il y a un troisième utilisateur, il possédera l'ID 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Donc pour cela, eh bien, comme je vous l'ai dit, je viens de vous montrer en fait l'algorithme. Eh bien ici, on va récupérer l'identifiant du dernier utilisateur qui se trouve dans notre tableau users et on va l'incrémenter, on va faire un +1.
Donc pour cela, il va falloir récupérer le tableau users qu'on a déclaré au début de notre code. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement récupérer le dernier élément de ce tableau. Donc pour cela, vous mettez crochet. Et ici, donc le dernier élément du tableau, ça sera tout simplement la longueur du tableau moins 1. D'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi sur ce sujet. Pourquoi? Parce que la longueur du tableau, ici, si on a par exemple 2 éléments dans notre tableau, ça veut dire que la longueur du tableau, ce sera 2. Et pour récupérer le dernier élément du tableau, on fait la longueur moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1, d'accord? Puisque rappelez-vous, en informatique, on commence à compter à partir de 0. Donc pour récupérer le dernier élément du tableau, on fait la longueur du tableau moins 1. Par exemple ici, pour récupérer Jean-Pierre, eh bien on fait la longueur du tableau, c'est-à-dire 1, moins 1, c'est-à-dire 0. Et l'utilisateur qui possède l'élément du tableau qui se trouve à la position 0, c'est qui? C'est Jean-Pierre. Et c'est le dernier élément du tableau. Donc pour cela, vous mettez users.length moins 1, comme ceci. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on va venir récupérer l'identifiant. Donc ici, vous mettez .id. Et ensuite, on va faire un plus 1. Alors sauf que là, on a un petit problème. Ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne uniquement que lorsqu'on a déjà un utilisateur dans le tableau, d'accord? Puisqu'ici, quand vous faites user_length-1, on récupère l'élément qui se trouve à la position user_length-1, d'accord? Mais si ici, user_length vaut 0, si vous faites 0-1, là, il va planter, d'accord? Et ça, c'est un problème. Donc, il va falloir dire que on exécute cette condition, enfin cette instruction, uniquement si le tableau n'est pas vide. D'accord? Donc pour cela, on peut écrire une condition ternaire en JavaScript. Ici, on va tout simplement mettre tout ça en parenthèse, d'accord, comme ceci. Et avant ça, on va tout simplement écrire users.length, comme ceci. On vérifie la longueur du tableau. Et on met point d'exclamation égal 0 et vous mettez comme ceci end, comme ceci, ok? Donc ça va nous permettre de vérifier si la longueur du tableau est différente de 0. Donc si c'est différent de 0, eh bien on va pouvoir exécuter cette instruction. Sinon, on ne fait rien. Alors ici, le fait de rien faire, ça veut dire que l'identifiant sera vide. L'identifiant sera null. Ok? Donc pour cela, comme valeur par défaut, s'il n'y a pas d'élément dans le tableau users, eh bien on va pouvoir mettre 2.1. Ça veut dire que la valeur par défaut ici, ça sera 1. Donc ici, en fait, c'est comme si on a fait if, else. Donc le 2 points correspond à else. Et bien évidemment, ici, il me souligne tout ça parce qu'à la place de end, du coup, il va falloir mettre un point d'interrogation. Et voilà, on a notre condition ternaire, d'accord? Donc ici, je vais juste vous réexpliquer tout ça. On vérifie si la longueur du tableau est différente de 0. Donc ça veut dire qu'il y a bien un utilisateur dans le site. Et si c'est le cas, point d'interrogation, eh bien on exécute cette instruction. Sinon, si ce n'est pas le cas, 2 points, on écrit 1. Donc l'identifiant sera égal à 1. Super. Et bien là, on a terminé avec notre identifiant. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer le nom de l'utilisateur qui a été saisi lors que l'administrateur a rajouté un utilisateur sur le site, sur le formulaire. Pour cela, il va falloir tout simplement récupérer la valeur qui a été entrée par l'utilisateur dans l'input qui possède l'id non. Donc pour cela, pareil, vous faites document.getElementById non, comme ceci. Et vous mettez .value pour récupérer la valeur. Ensuite, pour le prénom, vous allez faire exactement la même chose. Donc ici, à la place de nom, ça sera prénom. Et pour l'âge, ça sera âge. Et ici, on n'oublie pas de mettre âge. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, on a réussi à créer notre objet qui regroupe toutes les informations du nouvel utilisateur. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on va venir vérifier si l'utilisateur a bien rempli tous les champs. D'accord? Puisque s'il n'a pas rempli tous les champs et qu'il ajoute un utilisateur sur le site, c'est pas très intéressant si vous voulez. Ok? Donc pour cela, il va falloir écrire une condition, if, si le nom de l'utilisateur qui a été rentré par l'administrateur n'est pas vide, donc ici on met entered userdata.non, d'accord, l'attribut nom qui a été attribué à notre objet entered userdata. Donc si cet élément-là n'est pas vide, donc ici vous mettez différent de vide, voilà, donc une chaîne de caractères vide. Et si entered userdata prénom différent de vide,
et aussi si l'âge est différent de vide, comme ceci. Donc si les trois conditions sont remplies, on va pouvoir exécuter notre code. D'accord. Alors au niveau de ce code-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va ajouter l'utilisateur au niveau de notre tableau users. Donc pour cela, il va falloir faire users.push pour ajouter un nouvel élément dans le tableau. Et on ajoute quoi? Eh bien on ajoute tout simplement entered user data. D'accord? Toutes les données du nouvel utilisateur. Et ensuite, eh bien c'est terminé. On va pouvoir donc, pourquoi pas, pour voir les modifications, on va afficher le tableau users. Donc ici, je vais inspecter l'élément pour accéder à ma console. Donc ici, console, comme ceci. Donc si j'actualise ma page ici et que je rentre un nouvel utilisateur avec un âge, pourquoi pas 20, ajouter. Ici, comme on peut le voir, il nous affiche bel et bien le nouveau tableau. Et ici, on a bien deux éléments. Et le nouvel utilisateur possède donc l'âge 20, l'identifiant numéro 2, le nom blablabla, le prénom blablabla. D'accord? Donc comme on peut le voir ici, on a ajouté l'utilisateur sur le site. C'est parfait. Donc on va pouvoir retirer ce console log là et on va pouvoir passer à la suite. Comme vous pouvez le voir, ça a été assez simple d'ajouter un nouvel utilisateur sur notre site dans le tableau users. Alors moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'une fois qu'on a ajouté l'utilisateur, eh bien on va pouvoir afficher tous les utilisateurs qui se trouvent dans notre tableau users. Donc pour cela, par exemple, on va créer une fonction show all users, pourquoi pas, et on va l'appeler juste ici une fois qu'on aura ajouté donc l'utilisateur au niveau de notre site. Donc ici, on va appeler la fonction show all users qui n'existe tout simplement pas pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, il va falloir créer cette fonction justement show all users. Ok? Donc pour cela, eh bien, vous allez tout simplement venir en dessous de la fonction all users. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de faire un function show. Alors je vais juste descendre show all users, comme ceci. Et voilà, donc maintenant, on a bien notre fonction qui permet d'afficher tous les utilisateurs au niveau de notre site, qui est créée au niveau de notre script JS. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'écrire le code qui correspond à cette fonction. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ce qu'on va faire, c'est déjà, pourquoi pas, de vider tout le contenu qui se trouve à l'intérieur de div all users lorsque l'on va afficher tous les utilisateurs. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que, imaginons qu'on avait déjà ici des utilisateurs qui se sont affichés au niveau de notre site. Là, par exemple, si on ajoute un utilisateur sur notre site, eh bien, si on clique sur ajouter, moi je veux réinitialiser les valeurs qui étaient là et mettre les nouvelles valeurs au niveau de cette div. Donc pour cela, eh bien, il va falloir mettre document.getElementById et on récupère l'identifiant de la div allUsers comme ceci et on écrit .innerHTML pour récupérer le code HTML de cette div et on met une string vide comme ceci. Et ça va nous permettre de réinitialiser le contenu de la div afin de lui attribuer de nouvelles valeurs. D'accord? Ok, donc une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, pour afficher tous les utilisateurs de notre site, il va falloir parcourir notre tableau users. Donc pour cela, il va falloir écrire users.forEach pour parcourir un tableau. Et ici, vous allez tout simplement dans une variable user, comme ceci, sans S cette fois-ci, eh bien, il va falloir tout simplement afficher chaque utilisateur. Ok? Alors, cette syntaxe-là, elle est assez particulière puisque ça s'appelle une arrow function. En fait, c'est comme si à l'intérieur de cette méthode forEach-là, c'est comme si on avait passé ici une fonction comme ceci, function, son nom, d'accord? On ne met pas de nom à la fonction et qu'ici on écrive notre code, d'accord? Mais sauf que cette syntaxe-là, elle est obsolète en JavaScript ES6. Donc en fait, il y a une nouvelle syntaxe qui a été ajoutée par les développeurs de JavaScript qui s'appelle l'arrow function. Et l'arrow function, elle prend en paramètre elle peut ne prendre aucun paramètre comme une fonction normale, mais elle peut également prendre des paramètres. Et dans ce cas-là, nous, on met le paramètre user. Ok, donc c'est comme si on avait mis parenthèse user, comme ceci. D'accord? Donc ici, on passe en paramètre de cette fonction-là l'user, d'accord, l'utilisateur qui a été parcouru dans le tableau. D'accord? Et ici, pour appeler la fonction, on met une petite flèche comme ceci. Ok.
Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir créer plusieurs éléments au niveau de notre page. Pour chaque utilisateur, on va créer plusieurs éléments pour afficher ces données, pourquoi pas ensuite les modifier, les supprimer, etc. Alors, si vous l'avez remarqué ici, si vous avez remarqué, au niveau de mon projet final, en fait, nos éléments là, nos éléments qui affichent les informations de l'utilisateur, ce sont des inputs. Comme ça, en fait, on va pouvoir écrire à l'intérieur pour modifier les données de l'utilisateur. D'accord? Donc ça va être assez facile par la suite comme ça va être assez facile de modifier les données de l'utilisateur, comme je vous l'ai dit. D'accord? Et ici, bien évidemment, à l'intérieur de chaque input, les données de base de chaque utilisateur sont affichées comme valeur par défaut. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour chaque utilisateur qu'on a récupéré à l'intérieur de la variable user, puisqu'on a parcouru le tableau users, eh bien, on va venir créer plusieurs inputs, notamment le nom, le prénom. Alors, le nom, le prénom et l'âge. D'accord? Donc, pour cela, il va falloir créer une variable et on va l'appeler par exemple new input pour les nouveaux inputs. Et on va créer un objet qui va venir stocker chaque input pour chaque utilisateur. Donc ici, on va créer un input nom, comme ceci. Donc ça sera document.createElement pour créer un nouvel élément HTML dans le DOM. Donc ici, vous mettez createElement et vous allez mettre input, puisqu'on va créer un nouvel input. Ensuite, vous mettez une virgule et ici, vous allez mettre le prénom. Ça sera document.createElement input également. Et enfin, l'âge, ça sera également un nouvel input ici. OK. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a créé un objet qu'on a appelé new input qui va stocker nos 3 nouvelles inputs qui vont s'afficher au niveau de notre page. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va également créer une nouvelle div, puisqu'on va dire que chaque nouvel utilisateur va être stocké à l'intérieur d'une div. Parce qu'ici, dans mon projet final, si j'inspecte ma page et que si je prends ici l'outil inspecteur, et si je sélectionne notre div ici qui affiche nos éléments, ici, comme vous pouvez le voir, si je descends, si je parcours un peu notre div, comme vous pouvez le voir, nos inputs sont stockés à l'intérieur d'une div. Et si ici, par exemple, si j'ajoute un nouvel utilisateur, comme ceci, et ici, comme vous pouvez le voir, notre div AllUsers a été actualisé. Comme vous pouvez le voir, maintenant, on a 2 divs. Et chaque div, en fait, stocke les inputs de chaque utilisateur. D'accord? Et pour cela, eh bien, comme je vous l'ai dit, on va créer une nouvelle div, donc new div, pourquoi pas comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un document createElement div, et cette fois-ci, vous ne mettez pas input, vous mettez bien div, puisqu'on va créer une nouvelle div. Et on va créer également des boutons. Ici, un bouton supprimer et un bouton modifier. Donc pour cela, vous mettez const, vous créez une nouvelle constante, comme ceci. Et ce que vous allez faire, eh bien, vous allez tout simplement l'appeler new buttons. Et ce nouveau bouton, comme pour les inputs, il va stocker un objet. Et à l'intérieur, on aura un bouton supprimer, comme ceci. Et ce sera document.createElement button, puisque ce sera un élément HTML button. Alors, je vais préférer par contre mettre un input, comme ceci. Et ensuite, modifier le bouton modifier, et ça sera également un input. Et comme vous pouvez le voir maintenant, pour chaque utilisateur qui se trouve dans notre tableau users, on a créé des inputs pour stocker ces informations. On a créé une div et on a créé des boutons. OK. Donc sachez que les boutons et les inputs vont se placer à l'intérieur de la div. OK. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Mais ce n'est pas fini. Et oui. Parce que sinon, ça aurait été très simple. Et d'ailleurs, si vous sauvegardez votre page ici, et que si vous allez dans votre page, comme on peut le voir ici, vous n'avez pas du tout nos inputs et nos boutons et notre div qui s'affichent. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, les étapes ne sont pas terminées. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, tout simplement, pour chaque input, d'accord? Pour chaque input qui se trouve dans notre objet new input, dans notre tableau new inputs, pas tableau, dictionnaire en Python. Mais bon, pour chaque élément qui se trouve dans notre variable new input, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va lui attribuer un type déjà. Donc, ça sera un input type texte, pourquoi pas. Et on va lui attribuer également un identifiant qui lui est unique.
Pourquoi unique? Puisque en fait ici, pour chaque input, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas modifier la valeur. Et quand on clique sur modifier, on sait que c'est cet input-là qui a été modifié. D'accord? Donc pour cela, il va falloir parcourir notre objet new input. Donc pour cela, vous faites for, comme ceci, for. Pour chaque élément, eh bien, on va lui attribuer des attributs et on va les afficher également sur la page. Ok. Donc pour cela, vous créez une variable dans la boucle, const, et vous allez stocker la clé, c'est-à-dire un nom, prénom, âge, et la valeur, c'est-à-dire document create element input. Donc pour cela, vous mettez des crochets et vous mettez key et value pour récupérer la clé, c'est-à-dire nom, et la valeur document create element input. D'accord? L'input qui a été créé. Donc ensuite, on récupère ces valeurs d'où? D'où est-ce qu'on récupère ces valeurs? Eh bien, on les récupère de notre objet new input. Donc ici, vous mettez of object entries, pas keys, entries comme ceci. Et entre parenthèses, vous allez tout simplement spécifier le nom de votre objet, c'est-à-dire new inputs. Ok. Et ensuite, vous ouvrez vos accolades et on va pouvoir écrire notre code à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a récupéré tous nos inputs, une fois qu'on a parcouru notre objet new inputs, pour chaque input, c'est-à-dire pour l'input nom, prénom et âge, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque input, eh bien, on va récupérer déjà value, donc c'est la valeur, hein, c'est la valeur qui a été récupérée pour chaque input. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui attribuer un nouvel attribut. Donc pour cela, vous mettez .setAttribute. Et on va lui attribuer quel attribut? Eh bien, on va lui mettre le type. Le type de chaque input, eh bien, ça sera du texte. D'accord? Comme ceci. Donc texte sans E. OK. Donc maintenant, à partir de maintenant, chaque input de notre élément, de notre objet new inputs, possédera comme type texte. OK. Ensuite, eh bien, on va pouvoir lui attribuer un identifiant, comme je l'ai dit, qui sera utile pour identifier l'input afin de pouvoir, par exemple, modifier son contenu par la suite. Donc pour cela, vous mettez également value.setAttribute, mais cette fois-ci, on va lui passer un identifiant comme attribut. Et comme identifiant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va passer la clé, comme ceci, donc la clé, c'est-à-dire le nom, le prénom ou l'âge, comme ceci. Mais on va également, pourquoi pas, mettre comme texte of user. Et on va également mettre l'identifiant de l'utilisateur. D'accord? C'est-à-dire user.id. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Comme ceci. Donc à quoi ça sert? Alors par exemple, on va prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Par exemple, ici, si je prends l'input non, d'accord? Donc ça veut dire que qui ici va valoir non, d'accord? Donc ici, ce sera non. Ok. Et sauf qu'ici, j'ajoute également une string of users, d'accord? Donc ici, j'ajoute, après la clé, j'ajoute of user. Donc ici, ce sera, si je prends comme exemple l'input non, son identifiant, ce sera non of user, d'accord? Donc ça sera le nom de l'utilisateur. Mais sauf qu'ici, l'identifiant n'est pas vraiment unique, d'accord? Puisque par la suite, si par exemple on a d'autres utilisateurs, ça veut dire que les inputs des autres utilisateurs vont aussi posséder, les inputs non des autres utilisateurs vont aussi posséder l'identifiant non of user. Et pour donner cet effet unique à chaque input de chaque utilisateur, eh bien, il va falloir spécifier également l'identifiant de cet utilisateur-là à l'intérieur de l'input. Ça veut dire qu'ici, par exemple, si l'identifiant de l'utilisateur, si l'identifiant de Jean-Pierre, c'est-à-dire l'identifiant numéro 1, ça veut dire que l'identifiant de l'input non, ça sera non of users 1, comme ceci. Et donc, vous l'aurez compris, l'identifiant de l'input prénom, ça sera prénom, of user 1. L'âge, ça sera âge of user 1. Et pareil, si on a un deuxième utilisateur, ça sera nom of user 2. Prénom of user 2. Âge of user 2. Et comme vous pouvez le voir, en fait, chaque input a son identifiant unique. Et ça va nous permettre justement de pouvoir récupérer la valeur qui se trouve dans chaque input et de les modifier. D'accord? Et ça, c'est super utile. Alors, sauf qu'ici, vous êtes d'accord avec moi que cette syntaxe, elle est un peu obsolète. Elle est d'ailleurs dégueulasse. D'accord? Elle est propre, mais elle prend trop de place. D'accord? Ce que vous pouvez faire avec la nouvelle syntaxe de JavaScript ES6, eh bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des backquotes. Donc ici, vous utilisez des quotes comme ça. C'est des apostrophes en fait, mais à l'envers. Ok.
Donc vous utilisez ces backquotes là et en fait ici vous allez pouvoir en même temps assembler les variables et les strings. Par exemple ici, si on reprend la syntaxe de tout à l'heure, on va afficher la variable key. D'accord? Donc ici, pour cela, vous mettez $ et vous ouvrez les accolades et vous mettez key pour afficher les variables. Ensuite, on affiche la string of user, comme ceci. Et enfin, on affiche la variable user.id, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, en fait, en une seule ligne, enfin en une seule, comment on appelle ça, en une seule instruction, si vous voulez, on a réussi à afficher, à assembler la variable key avec la string of user, avec la variable user.id. Et comme vous pouvez le voir, c'est plus sympa pour le codeur de coder directement comme ça, et en même temps, c'est plus lisible. D'après moi, en fait, c'est plus lisible. Alors, on n'en a pas terminé, on n'en a pas vraiment terminé avec les attributs. Pourquoi? Parce qu'il nous reste à attribuer à chaque input qui se trouve dans notre objet newInputs, leur valeur. Puisque comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'on ajoute un nouvel utilisateur ici, par exemple, eh bien comme vous pouvez le voir, à l'intérieur des inputs, on a des valeurs par défaut. Donc pour cela, il va falloir utiliser l'attribut value. Donc ici, vous allez faire value.setAttribute. Et ici, vous mettez l'attribut value comme ceci. Et pour chaque input, leur valeur, pourquoi pas mettre la valeur correspondante à l'input. Par exemple ici, pour l'input nom, on va mettre comme valeur le nom de l'utilisateur. Pour l'input prénom, on va mettre le prénom de l'utilisateur. Pour l'input âge, on va mettre l'âge de l'utilisateur. Mais du coup ici, c'est bizarre de mettre value.setAttribute value et ici mettre quelque chose. D'accord? Parce que si on fait ça, ça veut dire que pour chaque input, la valeur de l'input, ça sera cette valeur-là, d'accord? Cette valeur-là qui a été passée en paramètre. Ça veut dire que par exemple ici, si je mets par exemple Pierre, comme ceci, comme valeur, ça veut dire que pour l'input nom, la value, ça sera Pierre. Sa valeur par défaut, ça sera Pierre. Pour l'input prénom, ça sera Pierre aussi. Pour l'input âge, ça sera Pierre. Et là, c'est vraiment bizarre, d'accord? Donc pour éviter ça, en fait, il va falloir écrire une condition pour chaque input. Donc ici, il va falloir dire, si l'input c'est le nom, eh bien il va falloir mettre le nom de l'utilisateur. Si l'input c'est le prénom, il va falloir mettre le prénom. Si l'input c'est l'âge, il va falloir mettre l'âge comme valeur. Donc pour cela, on va utiliser également les conditions simplifiées. Donc ici, on va écrire qui est égal à nom. D'accord? Si la clé, donc la clé de l'input ici, nom, prénom, âge, si la clé c'est nom, eh bien, tout simplement, vous mettez and comme ceci, vous mettez les deux petits symboles là, et ce que vous allez faire, eh bien, vous allez mettre value.setAttribute value, et vous mettez le nom, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur user.nom. Puisqu'ici, rappelez-vous, en fait, on se trouve toujours dans la boucle for each user. Donc ici, on récupère chaque utilisateur. Donc pour récupérer le nom de l'utilisateur, vous mettez user.nom puisque chaque utilisateur de notre tableau possède un nom, un prénom et un âge. D'accord? Donc ici, en fait, dans le cas où la clé c'est le nom, c'est-à-dire l'input c'est le nom, eh bien on met comme valeur de l'input user.nom, le nom de l'utilisateur. Sinon, dans le cas où la clé c'est le prénom, eh bien vous mettez user prénom, comme ceci, comme valeur. Et ensuite, dans le cas où la clé c'est âge, vous mettez user.âge. Et comme ceci, eh bien vous allez avoir pour chaque input la valeur qui lui correspond. Mais sauf qu'ici, le problème, c'est que si vous actualisez votre page, si vous revenez sur votre page initiale, ici, vous n'avez pas du tout les valeurs du tableau qui s'affichent, les utilisateurs qui s'affichent. D'accord? Donc, il va falloir afficher justement ces inputs-là. Donc, pour cela, il va falloir tout simplement prendre la div newDiv, enfin la variable newDiv qu'on vient de créer tout à l'heure, donc qu'on venait de créer tout à l'heure. Rappelez-vous, en fait, pour chaque utilisateur, on les stocke leurs données à l'intérieur d'une div, comme je vous l'ai dit. Eh bien, au niveau de cette div-là, newDiv, la variable newDiv, vous l'appelez et vous faites append child, comme ceci, pour ajouter un nouvel élément à l'intérieur de la div. Donc, vous mettez append child, ajouter un nouvel enfant. Et ce que vous allez faire, eh bien, vous allez tout simplement append child value, d'accord, la valeur de chaque input. Alors, si vous actualisez votre page, ici, bien évidemment, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que cette div-là n'est pas affichée dans notre div principale, c'est-à-dire notre div all users. Donc, pour l'afficher, eh bien, c'est très simple. Vous allez appeler votre div all users. Donc, pour cela, vous mettez document.getElementById
all users. Et ici, vous allez mettre, comme pour la div, vous mettez append child, mais cette fois-ci, vous allez append child quoi? Vous allez append child la nouvelle div. Donc ici, vous append child la new div, comme ceci. Maintenant, si vous actualisez votre page, alors ici, bien évidemment, rien ne s'affiche, c'est normal. Pourquoi? Parce que la fonction show all users n'a jamais été appelée, d'accord? Elle n'a jamais été appelée, puisque, rappelez-vous, on appelle cette fonction uniquement lorsqu'on ajoute un nouvel utilisateur. Donc là, normalement, si j'ajoute un nouvel utilisateur sur le site, eh bien, comme vous pouvez le voir, on a bien tous les utilisateurs qui sont affichés avec chaque input, d'accord? Mais sauf qu'ici, si j'actualise ma page, eh bien, les utilisateurs de base ne sont pas affichés. Donc, pour pouvoir appeler cette fonction show all users, eh bien, il va falloir tout simplement appeler la fonction au moment où la page est actualisée. Donc pour cela, par exemple, on va remonter tout au-dessus de notre code. Une fois qu'on a récupéré la variable validateButton, eh bien on appelle la fonction show all users pour afficher tous les utilisateurs. Et bien maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, eh bien votre utilisateur de base, Jean-Pierre, ici s'affiche bien dans votre div. Et si vous ajoutez de nouveaux utilisateurs au niveau de votre site, ici, eh bien comme vous pouvez le voir ici, vous avez les utilisateurs qui s'affichent correctement. Comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Ouf, on a enfin terminé avec nos inputs. Mais maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste nos boutons. Il va falloir bien évidemment afficher nos boutons si vous souhaitez supprimer vos utilisateurs et les modifier. D'accord? Donc pour cela, eh bien en fait, ça sera le même système que pour les inputs. Vous allez devoir parcourir l'objet newButton et leur attribuer certains attributs. Donc pour cela, vous faites for const, cette fois-ci keyValue également, puisque chaque bouton possède une key, supprimée ou modifiée, et une valeur qui sera le nouvel input. Et ensuite, ce sera off, cette fois-ci, object untrees, comme ceci, et ce sera notre objet newButtons, comme ceci. Super. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va leur attribuer pour chaque bouton des attributs. Donc, on va leur attribuer, pourquoi pas, 4 attributs. Pourquoi pas le type, déjà ça sera button, la classe, d'accord, la classe du bouton pour pouvoir notamment dans notre fichier CSS accéder à la classe supprimée et modifiée, d'accord. Et ensuite, pourquoi pas l'identifiant également du bouton qui correspondra en fait tout simplement à l'identifiant de l'utilisateur puisque quand on clique sur le bouton par exemple, alors je vais juste actualiser ma page. Quand on clique par exemple ici sur le bouton supprimer, eh bien en fait l'identifiant du bouton, ce sera l'identifiant de l'utilisateur. Et ainsi, quand on clique sur supprimer, eh bien on va pouvoir supprimer l'identifiant de l'utilisateur puisque l'identifiant du bouton correspondait à l'identifiant de l'utilisateur. D'accord? Donc, ok, donc comme je vous l'ai dit, vous aurez le type button, vous aurez la classe, vous aurez l'identifiant et vous aurez la valeur, bien évidemment. Ok, donc eh bien, on va faire tout cela. Donc ici, vous allez mettre value set attribute type, comme ceci. Donc le type, ça sera button, bien évidemment. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci pour la classe. Donc la classe, ça sera la clé, c'est-à-dire le nom du bouton, supprimé ou modifié. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dans votre fichier style.css, vous allez pouvoir accéder à la classe supprimée ou modifiée pour ajouter des couleurs, etc. Et ensuite, on va pouvoir mettre le troisième attribut, ça sera l'identifiant du bouton et ça sera user ID, c'est-à-dire l'identifiant de l'utilisateur. Et ensuite, on va mettre le quatrième attribut qui sera la valeur du bouton. Et bien la valeur du bouton, ça sera pourquoi pas le nom du bouton supprimé ou modifié. Donc ici, ça sera la clé, comme ceci. Alors bien évidemment, si vous actualisez votre page ici, les boutons ne sont pas affichés. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas encore ajoutés comme enfants de notre div. Donc pour cela, il va falloir appeler newDiv et il va falloir faire un appendChild exactement comme les inputs ici. On va pouvoir faire un appendChild value. Donc si vous actualisez votre page, normalement ici, à côté de vos inputs, vous allez avoir vos boutons. Alors bien évidemment, si vous avez appliqué les mêmes styles que moi au niveau du style.css, bien évidemment, c'est à vous de gérer tous vos styles CSS. Et comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, on a terminé notre fonctionnalité qui affiche les utilisateurs de notre site. Ici, bien évidemment, vous allez pouvoir écrire à l'intérieur de chaque input. Et ici, si j'ajoute un nouvel utilisateur, voilà, imaginons qu'il ait 100 ans, pourquoi pas.
J'ajoute, et voilà, on a bien le nouvel utilisateur qui a été ajouté. Je peux ajouter Jules, pourquoi pas. Jules, alors son nom, ça sera pourquoi pas Dujardin. Allez, Jules Dujardin avec son âge, pourquoi pas 34 ans. J'ajoute, et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez bien un nouvel utilisateur qui a été ajouté au niveau de votre espace d'administration. Et ça, c'est parfait. Par contre, quand vous cliquez sur supprimer ou modifier, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé ces fonctions, ces fonctionnalités qui vont nous permettre de supprimer ou modifier les utilisateurs de notre site. Eh bien, c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Dans notre script.js, ici, une fois qu'on aura affiché show all users, donc une fois qu'on a affiché tous nos utilisateurs, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de permettre à l'utilisateur, à l'administrateur notamment, de pouvoir supprimer, de pouvoir cliquer sur chaque bouton, supprimer ou modifier les utilisateurs. Donc pour cela, dans la même fonction show all users, on va pouvoir appeler une nouvelle fonction qui va s'appeler, pourquoi pas, update or delete user, c'est-à-dire modifier ou supprimer un utilisateur. Bien évidemment, cette fonction n'existe pas encore. Eh bien, il va falloir la créer. Donc, par exemple, je vais la créer après avoir affiché les utilisateurs lorsqu'on a actualisé notre page. Donc ici, on va créer une nouvelle fonction, function, update or delete users, et ici, on va aller ouvrir notre fonction avec des accolades. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a une fonction qui va nous permettre de modifier ou supprimer les utilisateurs. C'est parti. Et ici, comme pour le fait d'afficher les utilisateurs, tous les utilisateurs de notre site, eh bien, on va devoir appeler également la fonction update or delete user ici pour que quand la page est chargée, quand la page est actualisée, eh bien, on va pouvoir utiliser cette fonction. D'accord? Pour que la fonction soit appelée lorsque la page soit actualisée. Ok. Alors maintenant, à l'intérieur de cette fonction update or delete users, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il va falloir tout simplement récupérer tous les boutons. Donc ici, si on a plusieurs utilisateurs, il va falloir récupérer tous les boutons de chaque utilisateur. Donc pour cela, on ne va pas s'amuser à créer plusieurs variables pour chaque utilisateur. On va juste ici utiliser query selector all en JavaScript. Donc pour cela, on va créer une variable qu'on va appeler delete buttons avec un S puisqu'on va récupérer tous les boutons supprimés. Et ici, vous allez mettre document comme ceci, l'objet document comme d'habitude. Mais cette fois-ci, vous allez mettre query selector all pour récupérer absolument toutes les classes. Sachez que en fait ici, lorsqu'on a créé nos boutons, on a attribué des classes à chaque bouton et chaque bouton possède les mêmes classes. D'accord? Et on va pouvoir utiliser cette classe-là pour pouvoir récupérer chaque bouton. Donc ici, vous mettez query selector all et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de récupérer la classe supprimée, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose pour les boutons edit, donc edit buttons, pour les boutons de modification, et vous allez mettre document.querySelectorAll, modifier cette fois-ci, point modifier. Il faut bien spécifier le point pour dire que c'est une classe. Si ça avait été un identifiant, mais ça c'est impossible puisque on a plusieurs boutons qui possèdent les mêmes identifiants et ça c'est pas toléré en développement web. Et en fait ici, si ça avait été un identifiant, vous mettriez hashtag comme ceci. Sinon ici vous mettez point pour une classe. Ok. Alors une fois qu'on a récupéré tous les boutons de suppression et tous les boutons d'édition, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, pour chaque bouton qui ont été récupérés dans les variables delete buttons et edit buttons, vous allez leur ajouter un événement qui va détecter lorsque chaque bouton aura été cliqué. Donc pour cela, vous mettez delete.buttons, .for each. Pourquoi for each? Puisque en fait, ce delete buttons là, cette variable delete buttons là, va stocker absolument tous les boutons. Puisque comme je vous l'ai dit ici, si on ajoute plusieurs utilisateurs, cette variable delete buttons là va stocker tous les boutons de chaque utilisateur. Donc en fait, il va les stocker à l'intérieur d'un tableau. Un tableau qu'on va pouvoir parcourir. Donc ici, vous mettez delete buttons.for each pour pouvoir parcourir le tableau. Ok, donc ici vous mettez for each et ensuite pareil, une fonction fléchée et vous allez donc mettre comme attribut button. Vous allez récupérer chaque button, chaque bouton. Donc vous faites une fonction fléchée et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien tout simplement, vous allez
vous allez tout simplement faire un Add Event Listener pour détecter lorsque l'utilisateur clique sur le bouton en question. Donc ici, vous mettez button, la variable button qu'on a passée en paramètre, Add Event Listener, et vous mettez l'événement click, puisque l'on clique sur un bouton. Et ce que vous allez faire, eh bien, vous allez tout simplement appeler la fonction delete user qu'on va créer par la suite. D'accord. Alors, je vais juste faire un truc comme ça, voilà. Et en fait, sachez que pour les arrow functions, ce qui est aussi pratique, c'est que si vous avez ici comme ça une seule instruction, vous n'êtes pas obligé de mettre des accolades. Et vous pouvez tout mettre sur une seule ligne, comme ceci. Comme ça, ça va éviter de créer trop de code. Alors ici, bien évidemment, il passe à la ligne. Mon éditeur passe à la ligne grâce à l'extension code Prettier, si je ne me trompe pas, qui permet de styliser le code, qui permet de mieux factoriser le code. D'accord, pour mieux le lire. Ok. Alors, on va faire également la même chose pour les boutons de modification. Donc ici, vous mettez edit buttons.forEach. Pour chaque bouton, comme ceci, vous allez tout simplement faire un button.addEventListener click et cette fois-ci, ça sera edit, la fonction edit user. Comme ceci. Et bien évidemment, ces fonctions-là, alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas passé à la ligne cette fois-ci, c'est pas très grave, mais comme vous pouvez le voir ici, on a créé des fonctions delete_user et edit_users, on a appelé plutôt des fonctions delete_user et edit_users qui n'existent pas encore. Puisque ici, si voilà, justement, si j'actualise ma page, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez bien la fonction, JavaScript qui est en train de gueuler. Dans la console, il nous dit delete_users is not defined. Donc, en fait, il va falloir créer cette fonction delete_users et edit_users. Donc, pour cela, on va descendre tout en bas de notre code et on va écrire delete function delete_user comme ceci. Et on va également créer la fonction edit_user comme ceci. Et comme on peut le voir maintenant, on a bien nos deux fonctions qui sont présentes au niveau de notre code. Alors, sauf qu'ici, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a créé notre boucle qui parcourt tous les boutons, lorsqu'on a affiché tous nos utilisateurs, en fait, je vous ai dit qu'ici, on a passé un identifiant qui correspond en fait à l'identifiant de l'utilisateur sur chaque bouton. Et en fait, dans chaque fonction delete_user et edit_user, il va falloir en fait passer justement cet attribut ID qui a été récupéré. Donc pour cela, eh bien, vous allez passer identifiant, donc ID, dans chaque fonction pour pouvoir justement récupérer cet attribut ID qui a été passé pour chaque bouton de chaque utilisateur. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour accéder aux identifiants qui ont été demandés dans chaque fonction? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il va falloir ici, dans delete_user, comme ceci, et dans edit_user également, ouvrir des parenthèses et ici, vous allez tout simplement passer des paramètres. Ici, vous allez passer en paramètre l'identifiant du bouton. Donc, pour pouvoir accéder à l'attribut ID du bouton, il va falloir écrire button.id, comme ceci. Et ici, pareil, button.id. Mais sauf qu'en fait, si vous écrivez ce code-là, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Alors, vous pouvez essayer, hein. Ici, rien ne s'affiche. Mais par contre, par exemple, si je mets un console log delete, par exemple, au niveau de la fonction delete users, ici, si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir ici, vous avez bien delete qui s'affiche alors qu'on n'a pas cliqué sur le bouton. Donc ici, en fait, la fonction, si vous appelez directement la fonction delete_user et edit_user comme ça dans l'AddEventListener, avec un attribut à l'intérieur, bien évidemment, eh bien, en fait, il va tout de suite l'appeler sans que vous cliquiez sur le bouton, sans que l'événement soit appelé, d'accord? Donc, pour éviter cet effet, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de créer une fonction, d'appeler une fonction comme ça, qui appelle la fonction delete_user. Donc ici, vous avez bien un arrow function qui ne possède pas de paramètres ici, d'accord? Vous avez un arrow function, une fonction fléchée qui va appeler notre fonction, d'accord? Et ici, pareil, vous allez mettre
un arrow function qui va appeler notre fonction editUser. Et maintenant, si vous actualisez votre page, ici vous avez plus delete qui s'affiche, mais sauf que si vous cliquez sur supprimer, c'est cette fois, c'est à ce moment en fait qui va appeler delete. Et comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. Et comme vous pouvez le voir ici, on a terminé notre fonction update or delete user, ce qui va nous permettre d'utiliser les boutons pour supprimer ou modifier un utilisateur. D'accord? Sauf qu'ici, bien évidemment, il va falloir nous occuper maintenant des sous-fonctions, c'est-à-dire la fonction qui supprime carrément l'utilisateur et la fonction qui modifie carrément les informations de l'utilisateur. Donc, premièrement, on va venir nous occuper de la fonction delete user. Donc pour cela, eh bien, il va falloir, pourquoi pas, ici, parcourir en fait le tableau users. Et si l'idée qui a été passée en paramètre lorsqu'on a cliqué le bouton, donc si l'identifiant du bouton correspond à un identifiant, enfin correspond à l'identifiant de l'objet qu'on est en train de parcourir dans le tableau users, d'accord? Eh bien, on supprime l'objet, tout simplement. Pourquoi? Parce que par exemple ici, si l'on est en train de parcourir la variable users, le tableau users, eh bien si on tombe sur un objet qui possède le même identifiant que l'identifiant qui a été passé en paramètre lorsqu'on a cliqué sur le bouton, eh bien tout simplement on le supprime parce que c'est cet objet-là qu'on souhaite supprimer. D'accord? Donc ici, par exemple, si on tombe sur l'identifiant numéro 1, donc si le bouton possède l'identifiant numéro 1, eh bien on supprime l'objet qui possède l'identifiant numéro 1 au niveau de notre tableau users. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, on va parcourir ici users, donc users for each, comme ceci, pour chaque élément de notre tableau users. On va passer en paramètre user, donc chaque utilisateur, chaque user. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, pourquoi pas, de créer une variable que vous allez appeler user_position in array qui va nous permettre de récupérer la position de l'utilisateur dans son tableau pour ensuite supprimer l'utilisateur qui possède cette position-là. Donc ici, ça sera quoi? Ça sera users index of, la position de qui? La position de l'utilisateur, donc user, comme ceci. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir supprimer justement cet utilisateur-là si l'identifiant qui a été passé en paramètre correspond bien à l'identifiant de l'utilisateur user qui est passé en paramètre ici lorsqu'on parcourt le tableau. Donc pour cela, eh bien, on va encore utiliser une fonction, enfin une condition simplifiée. Donc pour cela, ici, vous allez tout simplement vérifier si user.id, c'est-à-dire l'identifiant de l'utilisateur qu'on est en train de parcourir, correspond, donc 3 égales, comme ceci, à l'identifiant du bouton qui a été passé en paramètre, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, l'identifiant du bouton, en fait, c'est l'identifiant de l'utilisateur, d'accord? Donc ici, une fois qu'on a vérifié ça, eh bien, on va pouvoir supprimer l'élément du tableau, l'utilisateur du tableau. Donc pour cela, on spécifie le tableau users et vous utilisez la méthode splice, comme ceci. Et splice va nous permettre justement de supprimer l'élément. Donc ici, vous allez supprimer quoi? Vous allez supprimer l'utilisateur qui se trouve à la position user position in array, comme ceci, et vous mettez ,1 pour spécifier pour supprimer juste un élément du tableau. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, normalement ça devrait fonctionner. Donc si j'actualise ma page ici et que si je clique sur supprimer, ici ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, il faut savoir que l'attribut qui a été passé sur le bouton, donc l'attribut ID, c'est un string, c'est une chaîne de caractères. Alors qu'ici, comme on peut le voir, pour les objets, pour les utilisateurs qui se trouvent dans notre tableau users, l'identifiant, c'est un entier, c'est un nombre, d'accord? Donc, pour pouvoir convertir, en fait, cet identifiant qui a été passé en paramètre dans la fonction delete users en un entier, il va falloir tout simplement faire un parse int, comme ceci. Voilà, parse int, entre parenthèses, l'identifiant. Et maintenant, si vous actualisez votre page et que si vous cliquez sur supprimer, alors ici, bien évidemment, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, regardez, si j'affiche le tableau users,
Donc ici, j'affiche le tableau users une fois qu'on a supprimé l'utilisateur. Donc ici, si je clique sur supprimer, dans la console, comme vous pouvez le voir, le tableau est totalement vide. Ça veut dire que cet utilisateur-là a bien été supprimé. Et d'après vous, comment on fait pour voir les changements? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de rappeler la fonction show all users pour justement réinitialiser le contenu de la div all users. D'accord? On réinitialise le contenu de la div et on remplace par les valeurs du tableau. D'accord? Donc pour cela, eh bien, vous allez tout simplement appeler donc une fois que vous avez effectué cette instruction-là, vous allez tout simplement appeler la fonction show all users pour afficher tous les utilisateurs. Et maintenant, si je supprime, comme vous pouvez le voir, eh bien, l'utilisateur disparaît au niveau de notre div. C'est parfait, on a terminé avec la fonctionnalité qui supprime l'utilisateur au niveau de notre site. Donc ici, bien évidemment, si j'ajoute d'autres utilisateurs, voilà, comme ceci, si je supprime par exemple celui-là, bah, il s'en va. Si je supprime celui-là, il s'en va, etc. Donc par exemple ici, si je mets par exemple comme nom WeCity Bob, qui a 19 ans. Ensuite, on a pourquoi pas Karim. Non, ça sera son nom du coup, ça sera, je sais pas, par exemple Abd. Karim, comme ceci, et vous mettez ajouter. Et maintenant, bah, par exemple, si on ajoute également Julie, non, du coup, ça sera son nom, ça sera Gilbert, Julie, comme ceci, ajouter. Et comme vous pouvez le voir ici, si je clique sur supprimer Abdé, par exemple, Karim, ici, si je clique sur supprimer, on n'a plus Karim qui est présent sur notre espace d'administration. Si je supprime Gilbert, Julie, donc je clique sur supprimer, elle n'est plus là. Si je supprime Bob, eh bien, il n'y a plus d'utilisateur sur le site. Et comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité fonctionne à merveille. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé notre fonctionnalité qui supprime l'utilisateur de notre site, de notre espace d'administration, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de créer la fonctionnalité qui modifie justement l'utilisateur. Par exemple ici, si je veux modifier l'utilisateur Jean-Pierre, je peux par exemple modifier son âge ici en modifiant l'input. Donc ici par exemple, je mets 44 ans et si je clique modifier, si je clique sur si je clique sur modifier, eh bien normalement dans notre tableau, eh bien ici l'âge de Jean-Pierre, ça sera 44 ans. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, une fois que je vous ai montré tout ça, eh bien on va pouvoir passer au code. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple. On va tout simplement récupérer chaque input de chaque utilisateur. En fait ici, rappelez-vous, quand on affichait les utilisateurs, on avait créé des inputs pour afficher leurs données, d'accord? Et ici, on avait créé un input nom, prénom et âge. Et bien maintenant, il va falloir récupérer ces inputs-là qui correspondent à chaque utilisateur. Donc pour cela, vous mettez const new inputs, comme ceci, qui récupère chaque nouvel input. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de récupérer l'input nom, voilà. Et ici, ça sera document. Non plus create element, mais maintenant get element by id, comme ceci. Et vous allez récupérer quoi? Vous allez récupérer tout simplement, en utilisant justement la syntaxe que vous venez d'apprendre avec les back quotes. Donc vous allez pouvoir ici mettre nom of user et vous mettez l'id, comme ceci, voilà. Donc ici, rappelez-vous, en fait, quand on a attribué un identifiant à chaque input, eh bien, on a mis comme ça la clé, puis of users, puis l'identifiant de l'utilisateur pour pouvoir donner un identifiant unique à chaque input. Et ça, c'est très utile puisque lorsqu'on modifie l'utilisateur, eh bien, on va pouvoir, par exemple ici, si je modifie cet input-là, eh bien, on va pouvoir récupérer la valeur, la nouvelle valeur de cet input-là. D'accord? Non pas celle-ci, mais bien cet input-là. D'accord? Donc ici, chaque input, c'était key of user, user ID. Donc ici, key, bien évidemment, c'était nom, prénom ou âge. Donc ici, par exemple, je récupère le nom, l'input nom. Donc ici, ce sera nom comme key. Donc ça sera nom of user, ID. Ça sera l'identifiant de l'utilisateur. D'accord? L'identifiant du bouton. Et ensuite, on va faire la même chose pour le prénom. Donc ici, ça sera document. Alors ici, j'ai écrit prénom au lieu de prénom. Voilà, donc ça sera document.getElementById. Et ici, ça sera nom of prénom, pardon, du coup, of user. Et ça sera l'id, comme ceci. Vous refermez le backquote.
comme ceci. Et enfin, il nous reste l'âge, donc ça sera document.getElementById age of user ID, comme ceci. Une fois qu'on a récupéré tout ça dans un objet nommé newInputs, eh bien on va pouvoir parcourir justement notre tableau users comme ceci, for each comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer chaque utilisateur. Et pour chaque utilisateur, vous allez tout simplement vérifier si son identifiant correspond à l'identifiant qui a été passé en paramètre. Exactement comme si l'on supprimait en fait l'utilisateur. Donc ici, vous allez vérifier si donc user.id correspond à parseInt. Rappelez-vous, on transforme le string en un nombre. Donc ici, comme ceci. Et donc ici, si l'identifiant de l'utilisateur qui a été parcouru correspond bien à l'utilisateur qu'on veut supprimer, qu'on souhaite modifier les informations, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est réattribuer ces valeurs, sauf l'identifiant. Bien évidemment, l'identifiant reste unique. Ici, vous mettez user.nom, du coup, ça sera quoi? Ça sera égal à newInputs. NewInput, l'objet newInput ici, .nom, comme ceci. Ensuite, user.prénom, ça sera newInput.prénom. Et user.age, ici, ça sera égal à newInput.age. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que chaque utilisateur ici possède un nom, un prénom et un âge. Et en fait, ici, on ne fait que modifier les valeurs qui se trouvent dans chaque attribut. D'accord? Donc ici, vous mettez user nom, donc le nom par défaut, ça sera le nom qui a été saisi par l'utilisateur. Le prénom, ça sera le prénom qui a été saisi par l'utilisateur. Et l'âge, ça sera l'âge qui a été saisi par l'utilisateur. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez voir que tout fonctionne à merveille. Donc ici, vous allez donc actualiser votre page. Ici, par exemple, si vous ajoutez des utilisateurs et que alors, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Si vous ajoutez des utilisateurs, ajouter. Par exemple, ici, si je souhaite modifier le prénom de cet utilisateur-là, eh bien, je vais mettre par exemple Julie, comme ceci. Alors, bien évidemment, au niveau de l'âge, il faut que ça soit des entiers, c'est pas grave. Vous cliquez sur modifier et normalement, eh bien, le prénom de Julie a été modifié dans le tableau. Et ensuite, une fois que vous aurez donc modifié les informations qui se trouvent dans votre tableau, eh bien vous allez pouvoir envoyer ce tableau-là au niveau de votre base de données, au niveau de votre back-end. Mais ça, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on ne va pas venir s'occuper de ça dans ce tutoriel puisque c'est un peu trop avancé pour un niveau débutant. Ici, on apprend juste JavaScript, d'accord? Donc ici, bien évidemment, vous allez pouvoir actualiser, comme je vous l'ai dit, votre base de données avec les informations, les nouvelles informations que vous aurez dans votre tableau users. Alors ici, bien évidemment, on ne voit pas trop le changement. Pourquoi? Parce qu'on a fait que modifier l'input. Mais ici, si ici on affiche donc la variable users, donc le tableau users, ici, par exemple, je vais ajouter, par exemple, Julie, comme nom, je vais mettre Dujardin. Comme prénom, je vais mettre Julie et âge, ça sera 29 ans, par exemple. Ensuite, on aura Dujardin Paul, comme ceci, ça sera 30 ans, pourquoi pas. Voilà. Et ici, par exemple, si je modifie le prénom de Julie, par exemple, je mets Julia, comme ceci. Je modifie, je clique sur modifier et comme vous pouvez le voir ici, on a le nouveau tableau qui s'affiche. Et ici, si je prends Julie, donc qui possède l'identifiant numéro 2, alors ici, très grosse gaffe de ma part. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Ici, on a tout simplement remplacé l'âge par âge en user 2, nom en user 2, prénom en user 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, au niveau des données de new inputs, en fait, on a oublié de spécifier value. Comme ceci. Donc ici, il va falloir mettre .value, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise ma page et je mets par exemple Dujardin, Julie, âge 29, comme ceci. Ici, si je mets Paul, âge 30, pourquoi pas. Et maintenant, si je modifie Julie en Julia, comme ceci, je clique sur modifier. Et ici, normalement, si je parcours mon tableau, ici vous avez bien l'âge qui reste le même, 29, l'identifiant qui reste le même, le nom qui reste le même et le prénom par contre c'est devenu Julia. Et comme vous pouvez le voir, on a bien réussi à modifier notre utilisateur. Ici bien évidemment vous allez pouvoir retirer ce console lag là.
Ok, et bien maintenant, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir envoyer ces données-là vers une base de données. Et bien voilà, notre projet d'espace d'administration qui gère les utilisateurs de votre site est bien terminé. Comme vous pouvez le voir, on a pu ajouter des utilisateurs, on a pu les supprimer, on a pu modifier leurs données, etc. Donc comme vous pouvez le voir, tout fonctionne à merveille. Vous pouvez bien évidemment ajouter des fonctionnalités pour pouvoir vous entraîner encore un peu plus en JavaScript. Sinon, vous pouvez également apprendre tout ce qui est côté back-end, notamment avec la gestion de bases de données, etc. Mais ça, vous pourrez utiliser pour ça des API que vous aurez créées, pourquoi pas en Node.js, etc. Voilà, donc pour l'instant, on s'est juste occupé du côté client, c'est-à-dire ici du JavaScript côté client, du JavaScript qui affiche des données. Mais bien évidemment, vous pourrez utiliser un back-end qui va justement sauvegarder ces données en temps réel. Alors, je vous invite également encore une fois à vous abonner à mon compte Instagram FrenchCoder si ce n'est pas déjà fait, où je partage encore une fois des stories quotidiennes, où je vous partage des quiz et des idées de projets pour vous aider à vous améliorer dans le monde du développement web. Et je vous partage également des publications hebdomadaires, donc 3 publications par semaine, des astuces, des conseils, des tutoriels, des ressources, etc. Je vous invite également à checker mes formations sur le site frenchcoder.fr. Et ici, vous allez pouvoir, je suis sûr qu'il y a une formation qui vous intéresse, hein, vous allez pouvoir checker tout ça, par exemple cette formation-là. Et ici, si vous êtes intéressé par une formation, vous allez pouvoir me contacter directement en privé sur Instagram. Et donc, c'est la fin de cette vidéo, ce tutoriel. Et moi, je vous dis à la prochaine.